Bonjour à tous, bienvenue sur Force Naturelle, la chaîne YouTube française où l'on parle de santé holistique, où l'on voit ensemble les grands principes de la santé. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle performance. Qu'est-ce que performer? Nous allons tout d'abord définir ce terme. Lorsque l'on parle de performance, en général, on a tout de suite la notion de performance physique, performance sportive qui nous vient à l'esprit. Mais pour moi, la performance, performer, c'est un terme qui est bien plus vaste que cela, qui englobe bien plus de choses. Performer, pour ma part, je le définis tout simplement comme être efficace dans son quotidien, être en fait en mesure de réaliser toutes les tâches que l'on a besoin de faire au quotidien. Performer, c'est en fait être capable. Être capable, donc dans un premier temps, de réaliser tous les besoins vitaux individuels pour ensuite devenir un être accompli, un être autonome qui peut passer de la dépendance à l'interdépendance. L'interdépendance, qu'est-ce que c'est? C'est en fait pouvoir avoir des relations saines, des relations constructibles avec les autres. Voilà pourquoi il est important de d'abord prendre soin de soi-même pour pouvoir être capable comme je l'ai dit, de subvenir à ses propres besoins pour ensuite pouvoir rayonner et aider et construire avec les autres. Il y a une définition que j'aime bien qui est de Georges Hébert, donc le fondateur de l'hébertisme, qui est une pratique, on pourrait dire une pratique physique. C'est bien plus que cela en fait. C'est tout un mindset, toute une vision d'esprit qui se base sur la pratique de la culture physique, une pratique qui nous vient française d'ailleurs, qui nous vient des années 1900. Et Georges Hébert disait être utile pour les autres, être fort pour être utile. Et c'est une notion que je trouve magnifique en fait. Ça donne tout un sens à tout ce qui est développement de soi-même. On parle aujourd'hui beaucoup de développement personnel. Aujourd'hui, la musculation la musculation par exemple et le développement personnel justement sont devenus des choses qui sont très populaires. Mais à mon avis, de mon point de vue, c'est des choses qui sont mal comprises parce qu'aujourd'hui, on le prend vraiment. Le message qui est véhiculé par la plupart, c'est un message égoïste, alors que justement, toutes ces notions devraient nous permettre de devenir forts pour pouvoir être utiles aux autres, utiles au groupe. Donc revenons à notre sujet du jour. Nous étions en train de définir le terme de performer. Performer, on a dit donc que c'était être capable. Et c'est une notion qui est en fait qui est étroitement liée à la définition de la santé. Et la santé, qu'est-ce que c'est? En fait, je l'ai dit dans mes autres vidéos, c'est l'expression du plein potentiel d'un individu. Donc être capable, ça va en fait nécessiter d'être au top physiquement, mentalement, spirituellement, émotionnellement, ou tout du moins de s'en rapprocher. Et pour cela, encore une fois, on l'a vu dans nos dernières vidéos, que cela nécessite un corps en bonne santé et des systèmes à l'intérieur de ce corps qui communiquent de façon efficace. Et c'est là justement que le système neuro-hormonal entre en jeu. Le système neuro-hormonal, nous allons le voir à travers cette vidéo, c'est en fait le principal moyen de communication qu'a notre corps pour pouvoir pour pouvoir mettre en place une communication efficace, coordonnée et intelligente entre tous les systèmes du corps. Donc voilà pour l'introduction. Pour ce qui est du plan, je vous invite à voir dans une première partie la définition et les rôles du système neuro-hormonal. Nous verrons aussi quelles sont les bonnes hormones à retenir, enfin les principales hormones qu'il faut retenir, parce que voilà, je pense que tout le monde n'a pas besoin d'être un grand scientifique et de tout connaître, mais il y a certaines bases qu'il faut connaître. Et cela permet d'amener des actions simples dans son quotidien pour prendre soin de son corps. Donc nous verrons les principales hormones desquelles il faut vraiment prêter attention et nous verrons comment aussi avoir un système nerveux cette fois efficace, en bonne santé. Et on verra aussi quelles sont les conséquences qu'amène un système neuro-hormonal mal entretenu, dont on ne fait pas attention. Et enfin, nous verrons dans une deuxième partie des conseils holistiques afin de prendre soin
de son système neuro-hormonal. On va voir différents conseils, des routines simples, justement des actions simples à mettre en place dans notre quotidien pour pouvoir prendre soin de son système neuro-hormonal et de sa santé en général. Allez, c'est parti! Dans cette partie, nous allons voir la définition et les différents rôles du système neuro-hormonal. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un système? Je l'ai dit dans ma dernière vidéo, un système c'est un ensemble de tissus et d'organes qui va permettre d'accomplir une fonction, d'accomplir plusieurs tâches spécifiques. Le système neuro-hormonal, lui, il est en fait composé de deux systèmes, vous l'aurez compris. On a d'un côté le système nerveux et de l'autre côté le système hormonal. Le système nerveux se nomme aussi le système neuronal et le système hormonal s'appelle aussi le système endocrinien. Donc nous allons maintenant rapidement, brièvement et simplement définir ces deux systèmes. Et je vous invite à commencer par le système neuronal. Alors le système nerveux, il est composé de deux types de cellules. On a les neurones et les cellules gliales. Les neurones, voilà, tout le monde les connaît, il y en a environ 100 milliards dans le corps, pour 10 fois plus justement de cellules gliales. On y reviendra plus tard sur les cellules gliales. Les neurones, c'est en fait des cellules qui vont permettre de transmettre un influx nerveux par un courant électrique. Voilà, je simplifie vraiment les choses. C'est un courant électrique, mais pas vraiment en fait. C'est un courant électrochimique, car on sait qu'au niveau d'une synapse, il y a des substances chimiques que l'on nomme aussi neurotransmetteurs, qui va être relâché et qui permet d'assurer en fait de continuer ce message envoyé. C'est en fait toujours un message qu'on envoie. C'est ça qu'il faut retenir. Et les neurones, eux, sont protégés par les cellules gliales. Les cellules gliales, elles ont donc voilà un rôle de protection, donc un rôle de protection physique, un rôle de protection également contre les infections, car on sait que le système immunitaire ne rentre pas dans le système nerveux. Et donc les cellules gliales permettent aussi d'optimiser la transmission du courant nerveux avec les gaines de myéline, pardon. Les gaines de myéline, qu'est-ce que c'est? C'est en fait des grosses, comme des gaines électriques qu'on va mettre autour de câbles électriques que sont les neurones et qui vont faciliter et accélérer surtout la transmission de l'influx nerveux. C'est pour ça que dès qu'on répète une tâche souvent, que ça devient une habitude, et ben en fait on va être en mesure de réaliser cette tâche beaucoup plus rapidement. Et une des raisons de cela, c'est justement ces gaines de myéline qui vont permettre, si vous voulez une image, c'est comme si on passait d'un petit chemin à une autoroute. Ça va être beaucoup plus praticable et beaucoup plus rapide. Donc voilà pour les neurones et les cellules gliales, aussi appelées gliocytes. On peut maintenant parler un petit peu de la composition du système nerveux. Donc le système nerveux, il est composé du système nerveux central. C'est en fait la tour de contrôle, si vous voulez. C'est le cerveau, le cervelet et la moelle épinière. Et en fait, son rôle au système nerveux central, ça va être de réceptionner les informations de l'extérieur, de les intégrer, de réfléchir, si on veut, voilà, encore une fois, je simplifie, et d'envoyer ces informations au système nerveux périphérique, l'autre branche du système nerveux. Le système nerveux périphérique, il permet, lui, justement c'est la continuité du message envoyé par le système nerveux central. Il va permettre d'envoyer les messages aux différents muscles, aux différentes glandes. Et là encore, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a les systèmes nerveux, le système nerveux et le système hormonal qui sont liés. Donc c'est toujours une relation constante. Le système nerveux périphérique, donc on distingue encore une fois deux branches. On a d'une part le système nerveux somatique, également appelé système nerveux volontaire. Donc ça va être tous les muscles en fait que l'on contrôle par la volonté. Pour dire simplement, c'est tous les muscles, quoi. Dès qu'on veut, tous les muscles squelettiques. Et d'autre part, on a le système nerveux somatique, aussi appelé système nerveux involontaire, qui lui encore se divise en deux branches. On a le système nerveux sympathique, qui est relié à l'action, et le système nerveux parasympathique, qui est relié au repos.
Donc voilà pour la composition du système nerveux, et nous allons maintenant parler du système endocrinien. Alors pour le système hormonal, aussi appelé système endocrinien, il est composé de différents tissus et glandes et organes qui sécrètent des hormones. Les hormones, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une substance chimique qui est relâchée dans le sang et qui permet encore une fois, de transmettre un message. On a toujours une information. Une hormone, en fait, c'est une information qui est envoyée dans le corps. Parmi justement les différents organes et tout ça, différentes glandes du système hormonal, on a par exemple la thyroïde, le pancréas, les gonades, et voilà, il y en a plein d'autres. Le système neuro-hormonal, il est piloté, on pourrait dire, par le complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc c'est deux glandes qui sont au centre du cerveau, qui assurent toutes les directives en fait, qui vont être envoyées aux autres organes, aux autres glandes. Ce qu'il faut retenir pour le système neuro-hormonal, c'est qu'en fait, il est composé encore une fois du système nerveux et du système hormonal. Ces derniers assurent une communication dans le corps entre les différents systèmes, entre les différents organes. C'est un système qui lui-même en fait dépend de l'environnement extérieur. Il réagit à des stimuli, il réagit aussi à la volonté. Et c'est un système, ce que l'on peut encore différencier dans le système neuro-hormonal, c'est qu'en fait que le système nerveux va amener un message très rapide, mais très court dans le temps, et le système hormonal va amener une information plus lente, mais beaucoup plus longue dans le temps. Donc voilà pour les grandes lignes du système neuro-hormonal. Lorsque ce système neuro-hormonal est mal entretenu, lorsqu'il est dégradé, encore une fois, par l'épigénétique, ce que l'on va observer, ça va être un manque de libido, un manque d'envie, un manque de force, ça va être une mauvaise humeur, et tout cela va amener plusieurs conséquences, comme des risques de blessures, un mal-être tout simplement. Ça va également amener très peu d'entrain, très peu d'envie dans la vie quotidienne, et pas de performance justement, aucune performance. Une image qu'on pourrait associer au système nerveux, c'est celle d'une batterie. Le système nerveux, c'est comme une batterie. On débute la journée avec une batterie pleine, et on a en fait donc un capital défini, et ce capital va nous garder toute la journée. On va garder ce capital pendant toute notre journée. Voilà pourquoi il faut faire attention à ne pas se cramer, comme on dit, à ne pas dépenser inutilement ce capital. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ce capital peut être entretenu et peut être développé par plusieurs pratiques, plusieurs routines que l'on va voir dans la deuxième partie. Pour le système hormonal, donc les hormones et les neurotransmetteurs à retenir, ça va être la testostérone, qui est une hormone qui a, on peut le dire, longtemps été diabolisée comme étant l'hormone masculine, l'hormone qui rend un petit peu débile en fait. Mais c'est pas du tout ça, la testostérone. Un des attraits de la testostérone, c'est en fait le goût de l'effort. Ça va être trouver du plaisir dans la difficulté. Et c'est une hormone qui est très importante. C'est également l'hormone de la confiance en soi. C'est aussi l'hormone qui va permettre la domination. Donc non pas sur les autres, mais la domination sur soi et sur son environnement. On peut aussi parler de l'insuline, qui est l'hormone qui va réguler la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang. C'est une hormone très importante et on sait aujourd'hui, à travers tous les diabètes de type 2 qui prolifèrent, qui explosent, que c'est une hormone qui est très mal comprise. On a également les hormones thyroïdiennes qui vont permettre de gérer tout le métabolisme en général. Voilà, les personnes qui ont un problème de thyroïde, elles ont souvent des problèmes de poids par exemple. Donc elles sont soit trop grosses, soit trop maigre. On peut aussi parler de la dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui va permettre, en fait, c'est le neurotransmetteur de la quête, qui va permettre en fait d'aller chercher la chose, d'aller chercher le plaisir. Et lorsque l'on a ce plaisir, l'autre neurotransmetteur, c'est tout ce qui est endorphine, endocannabinoïdes.
Nous pouvons aussi parler de l'adrénaline ou épinéphrine qui va amener vraiment à l'action, qui va nous donner un boost, un coup de fouet pour agir et réagir. Et le cortisol qui est un peu dans la même idée, mais qui va se prolonger dans le temps. Le cortisol aussi, on le diabolise beaucoup, et à juste titre, parce que ça va, sur la durée, ça va justement amener tout ce qui est stress chronique. Mais le cortisol, c'est quand même une hormone qui est essentielle. Donc voilà pour la définition et les différents rôles du système neuro-hormonal. Je vous invite maintenant à passer à la deuxième partie. On y va! Alors nous pouvons maintenant aborder la deuxième partie de cette vidéo. Nous allons parler des conseils holistiques. Mais j'aimerais commencer cette partie en disant que la nature est bien faite. La nature et le corps humain sont bien faits. C'est en fait des outils qui... Le corps humain, c'est un outil qui est parfait, qui a été optimisé parmi des milliers, des millions même d'années d'évolution. Tout le vivant nous a amenés à ce moment précis, dans notre corps, à ce moment T. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est une machine qui est parfaite, qui est complètement optimisée pour fonctionner correctement. Voilà pourquoi il faut comprendre et respecter les rythmes du vivant et la nature en général. C'est tout l'objet de cette chaîne en fait. C'est pas vous instruire parce que j'ai pas envie d'avoir cette figure d'autorité, mais c'est que l'on voit ensemble, que je vous partage ce que j'ai compris de ma propre expérience et de par mes études, de par ma profession aussi de naturopathe. C'est vous partager tout cela, vous donner les clés de la santé, les clés du vivant, pour pouvoir appliquer ces règles et les respecter, les intégrer dans votre quotidien. Et d'ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un pépin avec l'être humain, à chaque fois qu'il y a un problème, une dégénérescence, c'est quand l'être humain s'est aliéné par rapport à son environnement, qu'il s'est aliéné par rapport au rythme naturel et à la nature en général. Donc voilà, passons maintenant aux conseils. Pour les conseils, donc la première chose, je viens de le dire, c'est justement, il faut respecter la nature, respecter les rythmes de la journée. Donc les rythmes jour-nuit, l'être humain est un être diurne, donc qui est en activité le jour et qui dort la nuit. Ça peut être bête dit comme ça, mais il faut le rappeler. Pensez à avoir des activités vraiment d'éveil, des activités fortes, d'action en fait le matin. Et plus on se rapproche du soir, plus il faut être calme, être en mode détente. Voilà pour la première chose. La deuxième chose, tout simplement, c'est de bouger. Pratiquez une activité physique, ne soyez pas sédentaire. Je viens d'apprendre un chiffre qui m'a bouleversé, c'est que 95% des Français étaient sédentaires. Alors on distingue le terme sédentaire du terme inactif. Inactif, c'est vraiment ne rien faire de la journée. Et là, on a même 30% des Français qui sont inactifs. Je sais pas mais pour vous, mais pour moi, c'est un scandale en fait. 30% des Français qui ne bougent pas du tout de la journée. Ou vraiment très très peu, le minimum requis quoi. Et pour 95%, donc là c'est aussi un chiffre qui m'a... Vraiment j'ai été choqué, 95% sont sédentaires. Sédentaire, on peut être sédentaire et pratiquer 3 heures d'activité physique par jour. Sédentaire, ça va en fait dire qu'au bout de plus d'une heure de suite, on va être inactif, on ne va pas bouger. Alors vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est de bouger toutes les heures. Mettez-vous un réveil s'il faut, mais toutes les 45 minutes même. Essayez de vous lever de votre chaise si vous travaillez sur un bureau et allez faire quelques pas, faites quelques pompes. Je sais pas, montez un étage s'il faut que vous alliez aux toilettes ou allez dehors, allez prendre l'air si vous le pouvez. Et ça vous évitera d'être trop sédentaire. 95%. Donc ayez ce chiffre en tête. Même moi, je pense que des fois dans la journée, il m'arrive des fois où je suis 2 heures inactif ou 2 heures assis en fait, parce que je ne pense pas, je suis sur un truc, sur l'ordinateur, où je lis un livre et je ne pense pas à autre chose. Et ben, il faut vraiment qu'on sorte de cela et qu'on bouge. Parce que justement, être trop sédentaire, ça va amener en fait, tous les maux qu'on connaît aujourd'hui. Des problèmes cardiovasculaires, des problèmes de diabète, des problèmes
mentaux aussi, des problèmes hormonaux, justement on en parle aujourd'hui, des problèmes nerveux sûrement, plein de choses. Donc vraiment, si j'ai un message, si vous auriez quelque chose à retenir de cette vidéo, c'est bouger. Bouger le plus possible dans votre quotidien. Donc voilà pour le sédentaire, et je peux rajouter sur l'activité physique, que l'activité physique va justement permettre, va apporter énormément de bienfaits. Donc là je ne parle pas seulement de marcher, mais vraiment de pratiquer une activité physique qui va nous mettre en ce qu'on appelle en cardio zone 2 ou un peu plus, c'est-à-dire lorsqu'on va être essoufflé sur une période de au moins 30 minutes en cumulé. Donc pour ça, une activité physique va amener donc de la testostérone. Encore une fois, c'est l'hormone qui va amener du plaisir dans la difficulté. Une activité physique va également permettre de réguler sa glycémie, donc de savoir une incidence sur la glycémie, sur l'insuline aussi. Ça va amener de la dopamine, parce qu'on va aller chercher un objectif. Par exemple, lorsqu'on va courir, on va se dire je vais aller de là à là. Là, il y a la dopamine qui rentre en jeu. Il y a aussi les endorphines, donc qui vont venir après. Les endorphines, en fait, c'est l'hormone de la récompense. Voilà pour l'activité physique. Et je pourrais, maintenant qu'on est dessus, je pourrais vous dire aussi de porter lourd. Porter lourd, c'est super intéressant. Encore une fois, c'est pas pour tout le monde, mais moi je pratique plus ou moins, voilà. À la salle de sport, j'essaye de porter lourd, donc avec des exercices de base. Et porter lourd, ça va en fait permettre de vraiment renforcer son système nerveux. C'est des bénéfices qui sont vraiment incroyables. Je vous conseille d'aller vous renseigner là-dessus. Et enfin, porter lourd, ça va sécréter énormément de testostérone, d'hormones sexuelles, qui sont également super importantes. Voilà pour l'activité physique. On peut maintenant parler de l'alimentation, par exemple. L'alimentation, ce qu'il faut faire, il faut faire attention à amener beaucoup d'acides aminés. Donc les acides aminés, c'est ce qui compose les protéines. Donc manger protéiné, pas trop non plus, mais ne diabolisez pas non plus les protéines comme on a tendance à le faire. Consommer des protéines pour les acides aminés. Donc les acides aminés, c'est vraiment ce qui va composer les neurotransmetteurs. Donc c'est super important, c'est en fait ce qui va faire fonctionner le système nerveux et tout le corps en général. Donc les acides aminés, on a les minéraux aussi, qui sont des gros composants des neurotransmetteurs, et les lipides. Les lipides, c'est quelque chose, encore une fois, qui est diabolisé, mais moi je vous invite à manger de la graisse. C'est n'importe quoi de vraiment enlever toute la graisse de sa diète, de son alimentation. S'il y a quelque chose où il faut plutôt faire attention, c'est le sucre, le mauvais sucre ou les graisses transformées, mais je vous invite à consommer de la graisse, qu'elle soit saturée, insaturée, qu'elle soit d'origine animale ou végétale, consommer des lipides. Et justement, pour retrouver des acides aminés, des lipides et des minéraux, les produits animaux sont vraiment excellents en fait. Ils sont excellents et là encore, je vous conseille de consommer biologique, parce que sinon il y a justement des saloperies qui vont venir avec, qui vont vous faire du mal tout simplement. Manger des produits animaux, pour ceux qui ne veulent pas, vous pouvez manger des œufs, c'est très intéressant les œufs. C'est un produit animal mais je pensais à la viande, excusez-moi. Donc les produits animaux, on a la viande, les œufs, les abats qui sont super bons. Tout ce qui est produits laitiers, ça peut être bien aussi, à ne pas trop en consommer. On a pour les personnes véganes, on peut manger, ou pour les autres aussi, on peut manger des champignons, c'est très intéressant. Tout ce qui est noix, oléagineux, et évidemment des légumes et des fruits. On peut aussi penser à une complémentation. Donc en complémentation, on peut parler de zinc, de magnésium, d'oméga 3. Voilà, c'est déjà une bonne base sur laquelle commencer. Mais la complémentation, vous pouvez en prendre que si vous n'avez une diète, en fait, une alimentation qui est vraiment carrée. Pensez vraiment à optimiser votre alimentation avant de vous pencher sur des compléments. Ça sert à rien en fait si vous n'avez pas une bonne alimentation. Donc voilà, pour faire suite à l'alimentation, nous pouvons parler de l'hydratation, donc qui va permettre tout simplement d'avoir assez de liquide, de fluide corporel, et l'hydratation c'est essentiel aussi. Voilà, j'ai pas besoin d'en revenir plus en détail dessus.
On pourrait parler aussi de la méditation ou la sieste. Donc voilà, c'est pas pareil, mais l'idée c'est d'avoir du repos, de calmer son système nerveux, de sécréter de bonnes hormones. Nous pouvons également parler de la posture. Donc la posture, ça a été prouvé scientifiquement de se tenir droit. Donc les épaules en arrière, la poitrine bombée, la tête, donc là j'abuse un petit peu, mais le menton relevé, on regarde devant soi, on adopte en fait une posture fière, bien sur ses appuis. Ça va permettre de sécréter de bonnes hormones. Et au contraire, une posture qu'on peut qualifier de médiocre, une mauvaise posture, c'est-à-dire les épaules qui tombent, le regard qui regarde par terre, ici, ça va sécréter des hormones de mal-être, de mauvaises hormones. Donc faites attention à votre posture, c'est super important et c'est quelque chose qui est gratuit et qui peut se pratiquer tout le temps. Donc on a parlé de ça, de quoi on pourrait parler encore? On pourrait parler donc de votre rythme de vie, donc faites attention à tout ce qui est... si vous avez un travail trop stressant, votre environnement aussi, vos relations, si on est constamment dans le stress, on va en fait sécréter du cortisol. Donc en permanence, et trop de cortisol, ça va tout dérégler. On va être en stress chronique et ça va influer sur toutes nos autres hormones. Et sécréter plein d'hormones de mal-être, des hormones de survie en fait, qui peuvent être utiles dans certaines conditions, mais pas dans la vie de tous les jours et pas en termes de chronicité. Donc faites attention à cela aussi. Et justement, en parlant de cortisol, on peut parler aussi du café. Faites attention à votre consommation de café et d'excitants. Ne pas en prendre après 15 heures et faites attention à votre quantité. Pour le cortisol, nous pouvons aussi parler de la lumière bleue. Donc faites attention à la lumière le soir, à ne pas être trop devant des écrans avant d'aller vous coucher. Là aussi, c'est quelque chose qui est très documenté par les études scientifiques. Alors là, en termes d'optimisation, nous pouvons aussi parler des douches froides. Donc ce n'est pas quelque chose que je recommanderais pour tout le monde et quelque chose qui devrait être à la base d'une hygiène de vie, mais ce qui est un petit plus en fait, qui va permettre de se booster, donc de sécréter des hormones de bien-être et qui va permettre de renforcer son système nerveux. La douche froide, ça peut être très intéressant, mais je ne pense pas que c'est pour tout le monde. Nous pouvons aussi parler du fait de se fixer un objectif. Donc déjà, si on n'a pas d'objectif, c'est la dépression, et la dépression va amener plein de sécrétions de mauvaises hormones, et aucune envie en fait, aucun entrain dans le quotidien. Se fixer des objectifs, au contraire, ça va permettre donc d'une part de sécréter de la dopamine. La dopamine, on l'a vu, c'est l'hormone de la quête qui va permettre d'aller chercher la chose, donc très important. On a également, lorsqu'on va suivre un plan pour réaliser son objectif, on va être confronté certainement à des difficultés. Ces difficultés, et ben en fait, à terme, en fait, si on est vraiment dans son objectif, dans son truc, on va sécréter de la testostérone parce qu'on va trouver du plaisir dans la difficulté, dans ce cheminement pour arriver à cet objectif. Donc voilà, on a de la dopamine, on a de la testostérone, on a également des endorphines lorsqu'on va arriver à ces objectifs et vraiment en fait assouvir ce besoin, cet objectif que l'on s'est fixé. Donc se fixer des objectifs, c'est très important. Et enfin, on peut parler donc des réseaux sociaux par exemple. Faites attention aux réseaux sociaux. Là aussi, c'est très documenté par la science en ce moment. Les réseaux sociaux, ça va en fait amener un crash de dopamine. On va avoir plein de choses qu'on appelle satisfaisantes ou attrayantes sur les réseaux sociaux et on va aller les chercher sur son téléphone, sur l'ordinateur. On va aller les chercher et on va sécréter beaucoup de dopamine. Mais c'est en fait un but qui est vide. C'est un objectif qui est nul. Un objectif qui ne sert à rien et on a plein de dopamine qui va être sécrété pour cela et ensuite ce stock de dopamine va être à plat pour pouvoir réaliser de vrais objectifs. Donc faites attention à cela, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus et je voulais aussi vous le partager dans cette vidéo. Et enfin, pour terminer les conseils, on pourrait parler du fait essentiel d'avoir de bonnes relations et aussi également une vie sexuelle donc épanouie.
C'est très important pour sécréter beaucoup d'hormones du bien-être, de l'oxytocine, de la testostérone, des hormones sexuelles, des endorphines. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. J'ai certainement oublié des choses, mais je pense qu'on a vu pas mal de conseils qui vont vous permettre de prendre soin de votre système neuro-hormonal. Voilà pour cette vidéo. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, si elle vous a aidé, ou si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un de votre entourage, je vous invite s'il vous plaît à liker, à commenter, faites-moi, voilà, partagez-moi votre avis, ce que vous en avez pensé, si c'est bien, pas bien, si vous êtes d'accord ou pas, tout simplement. Vous pouvez également partager cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît à cette chaîne. Abonnez-vous, comme ça me montrera votre soutien et votre intérêt. Et puis on pourra discuter à terme, pourquoi pas former une communauté pour pouvoir aborder des sujets qui vous plaisent aussi, des sujets dont vous avez envie que je traite. Et on pourra ensuite évoluer ensemble sur le long terme. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et voilà, je vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous dis force et vitalité. Allez, à la prochaine!